Salut à tous, c'est Adrien, ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode du Dunk Hebdo NBA Podcast avec donc le All-Star Weekend qui est définitivement derrière nous. La saison a repris et après n'avoir donc bien pas parlé du All-Star Game, d'ailleurs ça vous a plu l'épisode de la semaine dernière sur les rookies sur Victor, on voit que c'est un sujet qui plaît. J'en profite d'ailleurs pour shout-out Amine qui a assuré à la présentation une nouvelle fois. Et cette semaine, retour aux équipes, 2 équipes de l'Est au menu du jour. Pas forcément les équipes en meilleure santé, puisqu'on va parler des Brooklyn Nets et des Toronto Raptors. Et évidemment, pour parler de la situation canadienne, il nous fallait Gabin. Il est là. Comment ça va, Gabin? Salut Adrien, ça va très bien, je suis très heureux de parler de mon équipe de cœur. Et puis ça m'a fait regarder des matchs des Nets et je me suis dit que dans la vie, il fallait toujours prendre les choses du bon côté parce que il y a des choses pires qui peuvent arriver ensuite, comme rester 2 heures devant les Nets. Donc en fait, toute ta vie est remise en question ensuite. On commence direct à tirer à balles réelles. Non, il y aura aussi des choses positives sur les Nets, on espère en tout cas. On en parlera un peu plus tard. Et justement, on va pas se mentir, c'est pas l'équipe qui nous inspirait le plus, qui inspirait le plus les membres de Dunk Hebdo. Mais il y en a un qui est toujours partant, quoi qu'il arrive, c'est Tom. Comment ça va, Tom? Bah écoute, content de revenir. Ça fait, je crois, depuis le dernier 4 quarts, j'ai pas enregistré, donc content de rediscuter basket avec vous. Écoute. C'est un plaisir partagé. Et donc au menu de cette semaine, donc les 11e, les 12e également à l'Est respectivement, les Nets et les Raptors. On vous invite comme toujours à nous rejoindre sur les plateformes de streaming, celles que vous voulez, sur YouTube. Vous êtes les bienvenus, peu importe le support que vous avez choisi. Petite pause protocolaire et c'est parti pour un nouvel épisode du Dunk Hebdo NBA Podcast. Pour démarrer l'épisode de cette semaine, zone de confort, Gabin, direction le Canada avec les Toronto Raptors, donc les Raptors qui sont actuellement 12e à l'Est, 19e attaque, 22e défense selon Cleaning the Glass, des Raptors qui ont fini par, prendre la décision avant la trade deadline, quelques semaines avant. Exit Pascal Siakam, direction l'Indiana pour lui, on devra en reparler d'ailleurs sous peu, mais cette semaine on se concentre sur son point de départ, donc Toronto, exit Siakam, les clés confiées a priori à Scottie Barnes. Encore quelques mouvements également dans les derniers jours, les dernières heures de la deadline. Quelques surprises, départ de Schroeder, des non-départs aussi. On va pouvoir parler de Bruce Brown, de Gary Trent Jr., de Chris Boucher, de l'arrivée d'un Kelly Olynyk. Le tableau est posé. Gabin, comment on en est arrivé là? Qu'est-ce qui a poussé Masai à appuyer notamment sur le bouton Siakam? Est-ce que ce sont les résultats par rapport au play-in qui s'éloignaient petit à petit? Je pense que les changements devaient arriver. La question c'était quand. Moi, je pensais que ça allait arriver l'année dernière déjà. Et le Masai avait annoncé qu'il voulait voir un peu ce que ça allait donner une nouvelle année avec ses joueurs. Sauf que on a très vite compris au début de la saison qu'en fait Scottie Barnes a pris en niveau. Il est devenu très très fort. Je pense qu'on va pouvoir faire un point dessus. Et on avait toujours ces problèmes de timeline et de complémentarité entre tous les joueurs, notamment Siakam et Barnes. Et le fait que l'équipe soit pas du tout au niveau et qu'on se dise ah bah Scottie Barnes fait un super début de saison, on peut compter sur lui. Je pense que ça a poussé Masai à faire ces changements. Maintenant, ce qui est dommage, je trouve, c'est qu'on aurait pu avoir des meilleures contreparties en faisant les transferts plus tôt. En fait, Masai Ujiri, bah, on l'a vu avec cette trade deadline encore, tant qu'il n'est pas 100% sûr de son trade, tant qu'il n'a pas exactement ce qu'il veut, il va pas le faire son changement. Et donc c'est un peu frustrant, mais bon, mieux vaut tard que jamais. Donc voilà, on part avec une nouvelle équipe, avec les clés à Scottie Barnes et le Monster Trio pour, euh, pour l'accompagner. Tom, tu as la même lecture sur. Parlons d'abord du cas principal de Exit Siakam. Même lecture pour toi sur ce début de saison. Ça y est, le choix. Il était temps de faire le choix. C'était peut-être le dernier moment d'ailleurs pour récupérer au moins quelque chose dans cet échange. Je pense que la main leur a été forcée tout simplement parce que il y avait déjà, il a dit lorsqu'il a fait le transfert avec lorsqu'il a fini de faire les transferts, il voulait donner une chance à ce groupe. Il a beaucoup insisté sur ça. Et donc, c'est ce qu'il a essayé de faire en début de saison. Malheureusement, l'équipe n'a pas pu se passer du coup du départ de Fred VanVleet, qui n'a pas été compensé entre guillemets par l'arrivée de Dennis Schroeder. Dennis Schroeder qui lui aussi, au courant de la saison, était passé titulaire, était ensuite revenu sur le banc. Donc voilà, c'était assez aussi compliqué à lire pour lui cette situation-là. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que euh, si l'équipe, je pense que l'équipe est restée en fait sur son niveau plancher et malheureusement pour Ujiri, vu que l'équipe elle est restée sur ce niveau-là et qu'il y avait des obligations contractuelles notamment pour Giannobi et Pascal Siakam, il se voyait pas en fait continuer
avec cette équipe-là qui, au mieux, aurait potentiellement fait le play-in et payer tout ce monde-là et revenir plus tard, enfin revenir l'année prochaine avec tout ce monde-là, juste payer plus cher, quoi. C'était pas viable. Ouais. Maintenant que vous avez posé le décor, je vais pas rajouter, hein, je suis globalement d'accord avec tout ce que vous avez dit. La question, c'est qu'est-ce qu'on pense de ce qui a finalement été fait. Évidemment, on est passé au moment de l'évaluation de Scottie Barnes, j'ai envie de dire, c'est une évaluation en tant que potentielle pièce centrale. On a récupéré quand même du beau monde, gamin, tu parlais de pièces qui sont arrivées. Il y a eu Quickly, il y a eu Barrett. Comment tu évalues, toi, ces Raptors New Look? Est-ce que au moins, voilà, ça te ramène un peu d'optimisme, ces nouveaux Raptors? Même si l'équipe est plus faible, ils sont plaisants à voir jouer et on voit du potentiel dans les joueurs qu'on a récupérés. Emmanuel Quickly, il fait beaucoup de bien parce que c'est notre meneur du coup du futur et il apporte en fait de la vitesse et de la création au jeu des Raptors qu'on n'avait pas avant. Après Quickly, du coup, bah c'est lui qui a un peu provoqué le départ de Schroeder parce que Dennis Schroeder, il avait signé aux Raptors parce qu'il voulait être titulaire en grosse partie. Donc là, je pense qu'il était un peu chafouin de retourner sur le banc, mais voilà, c'est pas très important. Maintenant, les clés de la main sont à Quickly. Il faut encore qu'il trouve une alchimie avec Barnes et Quickly. On sent que dans la prise de décision, il y a encore un petit peu de problème, mais c'est encourageant d'avoir ces deux joueurs-là à se partager la balle pour le futur. Et l'autre gros joueur qui est arrivé, c'est RJ Barrett. C'est un joueur qui me faisait très peur avant son arrivée parce que c'est le roi euh, du joueur pas régulier, en fait. Irrégulier, c'est le mot que je cherchais. C'est-à-dire que bah il s'était fait clasher par Carmelo justement. Tu peux mettre 20 points et le lendemain il peut te mettre 4 points. Bon, il avait fait son match à 4 points, mais depuis je trouve qu'il a pris ses aises dans l'équipe et il est meilleur que jamais là au Toronto Raptors. Il arrive à planter ses 20 points par soir et c'est ce que j'attendais de lui au maximum. Donc ouais, très content de ces deux joueurs-là. Du coup, avant de te redonner la parole, Tom, je vais te relancer juste Gabin sur Barnes aussi, parce que après ces changements, on a eu un nouveau Scottie Barnes. Il n'a pas non plus révolutionné son jeu, mais il est quand même dans un nouveau rôle. Comme je le disais un peu plus tôt, on est en train d'évaluer ce qu'il est capable de faire. Et tu parlais un peu de l'inconstance, de l'irrégularité de Barrett. Moi, j'ai aussi un peu cette impression de Scottie Barnes qui parfois est un peu magnifique. On voit le Barnes All-Star, et puis il y a des jours où il est un peu moins présent, des jours ou des parties de match d'ailleurs où il est un peu moins présent et il a quelques difficultés peut-être à prendre ce rôle de leader. Comment tu le vois, toi qui vois plus de matchs des Raptors? Ouais, bien sûr. Bah, sur le rôle de leader, j'ai l'impression que ça marche quand ça gagne et que c'est encore un joueur qui peut être frustré quand il perd. Et le problème, c'est que c'est à lui de montrer l'exemple aux autres, même s'il y a un peu de vétérans dans le groupe qui peuvent prendre ce relais. Et sinon, sur le jeu, bah c'est un joueur All-Star, tout simplement. Très content de sa sélection. J'étais un petit peu frustré quand il a failli ne pas l'être, mais grâce au jeu des blessures, il a pu rentrer. Mais ouais, il passe à côté de certains matchs, mais pour le reste, je suis très satisfait de son année. Si on m'avait dit l'année dernière qu'il allait atteindre ce niveau, j'aurais pas cru forcément. Et c'est un joueur, en fait, ce qui est bon avec lui, c'est sa polyvalence. En fait, il est capable de tout faire. C'est un bon défenseur, il a de la création, il peut se créer son propre tir, il peut driver. En ce moment, le seul truc que je lui reproche, c'est qu'il force beaucoup trop les pull-up à 3. En fait, À deux aussi. De quoi? À deux aussi. Mm. Il force un peu trop, mais c'est normal parce qu'il doit trouver encore son rythme. On lui a dit du jour au lendemain, bon bah c'est toi le leader de l'équipe et tu fais un peu ce que tu veux. Mais je suis confiant sur l'avenir maintenant que je vois le potentiel du joueur. Tu sais que tu peux construire quelque chose à moyen terme avec lui. Bon bah du coup Tom, je te redonne la parole sur cette histoire des nouveaux costumes, à la fois donc pour Barnes évidemment pour le principal. Alors jeune joueur, on est dans sa 3e saison, hein, si je dis pas de bêtises à Barnes. Donc c'est normal que ce soit assez compliqué de s'adapter, surtout que peut-être qu'il se projetait pas d'ailleurs lui-même avant d'arriver en NBA dans un rôle aussi important. Donc c'est pas évident. Et puis aussi les nouveaux costumes pour les arrivants, peut-être Quickly et Barrett. Bah, c'est ça, le nouveau costume du coup. Alors Barrett, moi, ce que j'ai trouvé intéressant avec lui, t'as parlé de son scoring. Du coup, Gabin, moi, j'ai bien aimé la partie playmaking et la vision de jeu. Je trouve que c'est quelque chose qu'il a de là où à New York c'était plutôt un joueur de fin de chaîne. Là, il est plutôt un milieu de chaîne et on voit qu'il arrive à bien utiliser ses capacités de passe et sa vision de jeu pour non seulement voir les passes mais aussi les exécuter. Alors, notamment quand il est au relais. Alors
j'oublie le match, mais il y a de bonnes séquences à la passe, notamment où il trouve des joueurs sur les corners en relais plein axe, ou même dans les corners. Donc, assez intéressant sur son passing game. Donc, à voir du coup si la défense va rester et si on va dire le niveau offensif restera. Donc, il faudra voir aussi au niveau de son efficacité, puisque c'est l'un des gros points noirs, en tout cas, de la carrière de R.J. Barrett depuis qu'il a été drafté. Donc, en tout cas, c'est quelqu'un qui, je trouve, est beaucoup plus saillant sur le drive, et le simple fait de ne plus être à la fin de l'action, ça débloque aussi pas mal de qualités chez lui. Par rapport à Quickley aussi, qui a changé de rôle, qui est passé du coup à New York, on va dire, de candidat au 6e homme de l'année, et, en gros Dynamiteur playmaker de en banc. sortie dynamiteur de banc, playmaker en sortie de banc, voilà, joueur au relais d'une star à la main. Ben, c'est quelqu'un que je trouve assez intéressant dans son nouveau rôle. Malheureusement, je trouve il a été blessé à un moment donné, notamment aussi, et c'est quelqu'un qui souffre de la rotation intérieure, puisque il a joué un moment avec Potel s'est blessé, il a dû jouer avec John Porter. Donc, les joueurs, les types de joueurs avec lesquels il est amené à évoluer ne facilitent pas du coup son rôle et son niveau de jeu. Par contre, là où je suis assez inquiet pour lui, c'est vraiment le jeu à l'intérieur de la ligne à 3 points. Je trouve alors je trouve qu'il pose son dribble beaucoup trop tôt, donc ça le force à prendre des flotteurs un peu plus loin que sa zone préférentielle qu'il avait à New York, et du coup ça peut aussi impacter sa capacité à distribuer une fois que son dribble est arrêté. Après, sur le jeu à 3 points, il est assez bon, et je trouve que c'est assez intéressant la relation qu'il peut tenter de développer avec Scottie Barnes, même si ça se matérialise pas forcément dans les chiffres. Ouais, effectivement, j'avais noté un peu comme toi. C'est vrai qu'il y a quelques petites pannes d'adresse pour Emmanuel Quickley une fois passé la ligne à 3 points dernièrement, notamment parce que tu l'as dit, les tirs qu'il prend sont un peu compliqués. Après, il amène quand même du spacing à ses Raptors, et ça fait du bien. Et gamin, je voudrais t'entendre aussi sur le reste de l'effectif, parce que ça fonctionne plutôt bien justement, les Quickley, Barrett, Barnes. On peut rajouter, alors Gary Trent, c'est un sujet, je pense qu'on pourra peut-être développer un peu sur Gary Trent, mais Jacob Poeltl par exemple, ça c'est une line-up qui a un net rating très positif. Par contre ensuite c'est un peu plus dur, alors qu'on a quand même gardé Bruce Brown, on a Kelly Olynyk qui est venu peut-être dans un rôle à la Thaddeus Young, il y a Grady Dick. Comment tu évalues toi le reste de cet effectif des Raptors? Le reste, en fait, c'est soit des joueurs qui seront amenés à partir, soit des jeunes à développer, à part pour Kelly Olynyk qui prend beaucoup de place dans la rotation. Mais le trade de Olynyk, fallait le faire parce qu'en fait, on avait transféré Precious Achiuwa, et derrière, Koloko s'est pas remis de son problème de santé et a dû être coupé. Donc on était un peu obligé d'aller le chercher. Et derrière, c'est que des jeunes en fait à potentiel. Faut voir ce que ça donne. C'est bien de pouvoir les faire jouer. Voilà, Ochai Agbaji par exemple, il est très très discret, mais quand il prend ses responsabilités, ça marche plutôt bien. On voit à terme que ça peut devenir un bon triandy. Il y a le cas Grady Dick, donc notre rookie drafté en 15, si je dis pas de bêtises, qui a fait un début de saison hyper décevant, parce qu'en fait c'était limite le rookie qui devait être le plus NBA ready parmi toute la QV, parce qu'on nous a dit c'est un shooter et il a un shoot. Sauf que début de saison, il mettait pas ses shoots ouverts, et donc là il avait été écarté, il revient. Content parce que ça rentre de plus en plus, et c'est un joueur qui peut faire maintenant qui peut shooter à 300 sans problème, alors qu'avant ça ne rentrait pas étonnamment, et maintenant on peut même surprendre les défenses avec un peu de drive. Voilà, pour parler d'autres joueurs, on a récupéré aussi Jordan Nwora qui joue bien, mais j'en attends pas énormément. Donc et puis le cas Bruce Brown, donc qu'on avait récupéré pour le transférer, je pense. Et finalement, les deux équipes qui étaient en discussion, je crois que c'était les Lakers et New York, ont dû se retirer, j'imagine. Ou alors Masai n'a pas obtenu 100% ce qu'il voulait pour Bruce Brown. Donc voilà, je pense qu'il va prendre sa team option et rester un an de plus chez nous. Maintenant, c'est un joueur positif sur le banc qui fait beaucoup de bien. Je sais pas si vous voulez rajouter quelque chose sur un joueur. Non, mais la transition est toute faite. J'ai envie de te relancer, Tom, sur justement ces non-départs. Je pense que les deux noms, c'est les principaux, c'est Bruce Brown et Gary Trent. On pourrait aussi parler de Chris Boucher qui n'a pas été évoqué. Quelles sont pour toi les causes de tout ça? Est-ce que Gary Trent, justement, qui semblait avoir une certaine cote,
sa saison qui est un peu plus compliquée a peut-être a eu un impact sur ça. Ils n'ont pas eu les options, comme disait Gabin, parce que Masai n'a peut-être pas eu ce qu'il voulait. Et du coup, on temporise. De toute façon, ils ne pensent pas que ces joueurs-là impacteront négativement le nouveau test avec les pièces centrales qu'on a évoquées un peu plus tôt aux Raptors. Je trouve que en fait toute part de la stratégie qu'ils ont eu à la trade deadline et quand ils ont transféré Anunoby Siakam, c'est-à-dire qu'ils ont fait le choix du retooling plutôt que de la reconstruction, le fameux réoutillage plutôt que la reconstruction. Et en fait, quand tu regardes les joueurs qui sont restés plus ceux qui sont arrivés, ce sont tous des joueurs qui potentiellement fit le skill set ou qui fit Barnes, soit de point de vue skill set, soit de point de vue de l'âge. Donc si tu prends par exemple Chris Boucher, c'est entre guillemets la théorie de l'intérieur défensif qui peut tirer de loin, ça marche bien avec Barnes. Gary Trent, c'est le joueur qui peut jouer loin du ballon et qui a de la menace de son tir et de la polyvalence de son tir, même si Rajakovic a eu pas mal de mal à lui trouver le bon rôle depuis le début de saison. Bruce Brown, c'est un peu le guard forward à tout faire, un peu qui est aussi intéressant à côté de Barnes. Et quand tu as par exemple Agbaji, donc comme tu disais Gabin, c'est le fameux 3&D à l'aile potentiel à développer. T'as Noira du coup qui est totalement l'inverse du 3&D, c'est c'est l'autre côté de la pièce, c'est-à-dire que c'est un attaquant qui ne défend pas, mais du coup qui peut aider Scottie Barnes, notamment avec qui refuse pas les tirs. C'est un joueur qui refuse pas les tirs. Et tu vois, Olynyk, qui est aussi là, c'est un joueur qui a le skill set, le passing big man à peu près, et qui peut tirer aussi de loin, le connecteur, tout ça. Donc tout ça, ça va bien en fait. Individuellement, chaque joueur va bien avec Barnes. Et je pense que c'est pour ça en fait que certains joueurs qui étaient peut-être vus sur le départ ne sont pas partis et d'autres sont arrivés parce que, comme vous avez dit, ils ont tout mis autour de Scottie Barnes. Oui, puis ça semblait être plus fluide en attaque. Alors je vais pas regarder tous les matchs, Gabin, je vais me tourner vers soi pour ça, mais ça semblait plus vite. Je crois d'ailleurs que. Alors là, je le fais de tête, donc j'ai plus le match, mais ils n'ont pas battu le record. Vous n'avez pas battu votre record du nombre d'assists sur un match, il me semble, du côté des Raptors. Ou pas très loin, record de franchise. Pas très loin en tout cas, ou peut-être que c'était le record de la saison. J'ai la mémoire qui flanche un peu sur les Raptors. Mais en tout cas, oui, je te reste pas mal. Mais l'attaque semble un peu plus fluide, ça bouge un petit peu. Les profils sont complémentaires, en tout cas. En fait, visuellement, c'est bien mieux. Et ce qui est marrant, c'est que dans les chiffres, ça se voit pas forcément parce qu'on est devenu une mauvaise défense et une attaque très très moyenne. Maintenant, en fait, c'est surtout une question de fit et de potentiel. En fait, avoir un Emmanuel Quickley, par exemple, qui peut driver, qui peut shooter, qui va très vite, qui améliore un peu ta pace, ça fait beaucoup de bien à cette attaque des Raptors qui était un peu du à toi, à moi avant, avec beaucoup d'iso prises par Barnes et Siakam. Là, on sent qu'il y a quelque chose qui se développe dans un jeu collectif. Donc l'attaque, en tout cas, d'ici 1 ou 2 ans, va être largement meilleure en termes de plafond que ce qu'on avait l'année dernière. Et juste pour ça, je suis content. Et les matchs sont plus plaisants à regarder aussi. Ça, il y a pas photo. Après, c'est vrai que l'équipe a été rajeunie, il y a moins de stabilité et malheureusement on voit que il y a pas mal d'écarts types entre les performances, c'est-à-dire que c'est un groupe qui peut enchaîner des matchs assez intéressants. J'ai en tête, tu vois, le match contre OKC où voilà, ils arrivent jusqu'à la fin du match et on voit vraiment des promesses, tu vois, avec Barnes à la fin du match. On a aussi Quickley qui fait de bonnes choses à la fin du match, notamment une belle séquence dans le 4e quart-temps. Le match aussi face à Chicago où bon, malheureusement ça se finit mal pour eux, mais bon, ils ont été assez intéressants. Et de l'autre côté, tu vois, t'as des matchs comme les Spurs qui sont assez décevants, le match contre les Cavs aussi où voilà, tu comprends pas ce qui arrive à cette équipe-là et malheureusement, je trouve que voilà, l'effectif a été globalement rajeuni en termes d'âge, mais aussi en termes d'expérience NBA, et ça se ressent aussi sur le niveau de performance et le manque de régularité de l'équipe, à l'image de son leader Scottie Barnes. Bon, du coup, la question suivante, c'est quelle est la suite? Tout simplement, il reste un peu moins d'une moitié de saison. Qu'est-ce qu'on peut espérer? Qu'est-ce qu'il faut regarder? Et évidemment, je vois que tu l'avais noté, Tom, dans la trame, et c'est vrai que c'est le sujet qui pend un peu au-dessus, c'est que le pic des Raptors, cette année, s'il n'est pas dans le top 6, il s'en va en direction de San Antonio, si je dis pas de bêtises. C'est ça. Du coup, Gabin,
Qu'est-ce qu'on fait de cette fin de saison et surtout qu'est-ce qu'on regarde du côté des Raptors? Il y a un joueur à regarder absolument, c'est Emmanuel Quickley, parce qu'à la fin de saison, on va devoir le prolonger. Et ça serait, c'est impossible de le voir partir, vu qu'on a tradé pour lui en grosse partie. Donc voilà, faudra surveiller son évolution pour voir quel tarif on va devoir lui mettre à la fin de saison. Et maintenant, il y aura des décisions à prendre sur donc Gary Trent Jr., c'est sa dernière année de contrat. Voir ce qu'on peut en faire, peut-être un sign and trade ou alors le laisser partir pour rien. Il y a Kelly Olynyk à prolonger, mais je pense que ça va se faire assez naturellement. Et puis prendre des décisions sur Bruce Brown. On devrait prendre la team option, mais derrière, est-ce que tu arrives à trouver un trade à la draft ou pendant la free agency ou alors après? Et puis sinon, à surveiller, c'est l'évolution en fait du jeu entre le trio du futur, donc Barnes, Quickley, Barrett, voir comment l'alchimie continue de se développer. Et puis sur tous les jeunes, regarder un peu qui peut faire partie de ton futur. Est-ce que Grady Dick, c'est juste une bonne passe ou est-ce que on a trouvé un bon shooter sur lequel on peut compter? Est-ce que Agbaji et Noira, c'est trop limite ou alors tu peux les inclure dans tes rotations sur les années à venir? Voilà, c'est tout ça qu'il faut regarder. Tom, je t'ai vu faire la moue sur le futur Barnes, Quickley, Barrett. En fait, c'est ça. C'est-à-dire que si tu prends que les 3 noms, tu te dis, ok, c'est assez intéressant et qu'il y a du potentiel. Mais en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai regardé en fait les équipes qui sont dans le bottom 10 de la ligue actuellement. Donc, on a Toronto, du coup, qui a Barnes, Quickley, Barrett. Donc, je vais vous énoncer les autres. Où est-ce que vous mettez, est-ce que vous allez me dire, est-ce que vous mettez ce trio-là au-dessus ou en dessous? Donc, on a des 3 avec potentiellement Cade, Ivy et Duren. Au-dessus. Non, les Raptors, je pense que je mets au-dessus. Hein. Moi, je suis pas sûr. Voilà, là, c'est même tiers. Je vais répondre en tiers. Tu vois. Après, bon, on a Koulibaly, Poulavdia, normalement. Ils sont au-dessus. Ouais. Ensuite, on a Victor, Vassell et Johnson. Juste Johnson. Victor, en fait. Ouais, voilà. Ensuite, on a Lamelo, Miller, Mark Williams. Ah, j'aime bien la théorie. Ouais. En termes de profil de joueur, ouais. Après, tu vois, on a Portland avec Sharp, Scoot et Anthony Simons. Non, potentiel, c'est fort aussi. C'est modulo Scoot. Je vous renvoie à l'épisode de la semaine dernière. C'est compliqué pour Scoot cette saison, mais voilà, selon comment on le prend. Mais tu vois, ils sont pas clairement au-dessus. Hein. C'est sûr. Après, on a Memphis qui est là, du coup, avec Jaren Jackson et Ja Morant. Bon, ils sont au-dessus. Ouais. Ils sont au-dessus. On a Brooklyn avec Bridges, Johnson et Thomas. On va en reparler. On va en parler, mais tu vois, on voit que, ils sont un petit peu au-dessus, mais pas non plus. C'est pas, tu vois, tu dis pas les yeux fermés. Ensuite, on a Atlanta avec Trae Young, Okongwu et Jalen Johnson, pardon. Là, pour moi, Atlanta est au-dessus. Et après, on a Houston avec Sengun, Smith et Green. C'est-à-dire que, donc, quand on fait cette liste-là, ce sont les 10 pires équipes de la ligue cette saison. Aujourd'hui, ce top 3-là, il est peut-être pas meilleur que... c'est peut-être l'un des 5 pires de la ligue, potentiellement. Tu m'as refroidi. Non, mais c'est compliqué, effectivement. Moi, c'est un peu ce que j'avais noté, et je peux peut-être le rajouter maintenant, sur la période d'évaluation des Raptors et du bouton Siakam, mais je pense que ça a joué sur l'hésitation de Masai à appuyer sur ce bouton au fur et à mesure. C'est qu'il n'était pas certain... et on ne l'est toujours pas, hein, d'ailleurs on est en période d'évaluation, que déjà Barnes puisse atteindre ce niveau, parce qu'en fait pour être ta pièce centrale de ce rebuilding dont on est en train de parler, faire partie d'un trio du futur où tu y crois, c'est un mec qui doit avoir un potentiel au moins top, allez, DH20, je vais être gentil, on va dire quelque chose comme ça pour que tu y crois vraiment. Alors effectivement, il avait l'air de bien aimer Quickley, par exemple. Apparemment, c'était quand même la pièce centrale du trade. Il voulait Emmanuel Quickley, mais on est quand même sur un pari aussi. Donc, il n'y a rien de garanti. RJ Barrett, bon, il y a des clairs soucis, on va dire, dans son jeu jusqu'ici. On peut penser que ça ira mieux. Mais disons que les 3, il y a quand même beaucoup de points d'interrogation. Et il n'y en a pas un par rapport aux listes que tu viens de citer, Tom, où à chaque fois, pratiquement, il y a un gars, on se dit, OK, lui, il y a encore soit on est certain pour Victor, le potentiel que ce soit un joueur capable à un moment donné d'être la pièce centrale de ton rebuilding. Donc là, c'est bien de créer de la complémentarité autour de tes joueurs, mais tu es en train de t'enfermer, j'ai l'impression, avec en plus jeune. Alors je suis désolé pour ça, gamin, je vais te laisser donner ton avis là-dessus, mais sur un projet que je vais qualifier à la Bulls. Et je le dis pas de manière positive cette fois-là, où justement tu vas te retrouver avec
peut-être, et si ça se passe bien, 3 gars qui sont suffisamment forts pour te faire gagner des matchs, pour attraper des sélections All-Star, comme des Zach LaVine ou des DeMar DeRozan du côté de Chicago, mais pas suffisant pour que justement tu puisses te projeter plus loin. Donc ça pose la question de est-ce que tu continues de jouer à fond là-dessus, à la Bulls entre guillemets, ou est-ce qu'il va falloir appuyer sur le bouton encore d'après au bout d'un moment, et la question des contrats rentre à ce moment-là. Bah, je pense que de toute manière, l'effectif dans cet état-là, même avec ce trio, il n'est pas assez fort pour aller chercher tout de suite un play-in et que l'équipe peut jouer la 12-13e position en fait avec ces joueurs-là. Et donc dans ce cas-là, tu es quand même bien placé au draft et tu peux compter sur les joueurs que tu vas récupérer. Maintenant, c'est sûr Si que tu as en ton termes de choix. ah bah, faut parler de celui de cette année, mais c'est sûr que si tu finis 14-15e, tu as beaucoup plus de chances d'avoir le joueur générationnel premier de la draft. Maintenant, en fait, vu que tu as Scotty Barnes qui t'offre un niveau plancher un peu élevé déjà de base, tu peux pas trop, en le gardant, jouer la 15e place. Donc c'est un peu le mieux qu'on puisse faire de prendre des joueurs, voir ce que ça donne, essayer de rester 11, 12, 13 pour aller gratter des pics de draft. Et du coup, pour parler de celui de cette année, bah ouais, qui est protégé top 6. Ce qui est marrant, c'est qu'on ne sait pas vraiment sur quelle chaise danser parce qu'on se dit qu'il faut aller chercher la 6e place en partant de la fin pour s'assurer le pic. Et en même temps, là, l'équipe vient de gagner contre 2 concurrents directs, donc les Nets et les Hawks. Donc ça me fait un peu peur pour la fin de saison parce que j'ai l'impression qu'on va se retrouver à la place du con à donner notre pic aux Spurs qui vont se frotter les mains parce qu'il sera, dans tous les cas, ça sera un beau pic normalement. Mais c'est ça la grosse difficulté en fait, c'est-à-dire que non seulement le pic est protégé, et la théorie voudrait que l'équipe se saborde pour s'assurer de descendre le plus bas possible. Sauf que en l'état, le niveau de ce qu'il y a derrière, au pire où ils peuvent descendre, je pense, hein, c'est 5e. Et encore. C'est le pire où ils peuvent descendre, c'est peut-être passer, c'est entre Memphis et peut-être Portland, je crois, dans le classement. Alors que c'est une équipe qui peut aussi être victime du fait que, on va parler de cette équipe tout à l'heure, une autre équipe peut descendre dans le classement, et Utah a fait des moves pour s'affaiblir, pour potentiellement garder son pic qui devait normalement partir, qui pourrait partir à OKC. Et en fait, ce qui se passe, c'est que Toronto, d'un point de vue terrain et concret, ils ont besoin des informations parce que tu dois re-signer Quickley, tu dois savoir combien tu peux lui mettre sur la table, donc il faut qu'il joue avec Barnes. Donc ce sont 2 joueurs que tu ne peux pas, entre guillemets, mettre au repos parce qu'ils ont besoin de répétition. Et à la trade deadline, tu as fait venir beaucoup de joueurs qui, comme je le disais un petit peu auparavant, fit le profil théorique de Scotty Barnes. Donc il faut que les joueurs jouent avec Barnes pour savoir qu'est-ce que tu vas faire avec ces joueurs-là l'an prochain. Donc c'est une équipe qui va être obligée, je pense, de jouer et qui va devoir faire le choix entre le temps nécessaire pour avoir les bonnes informations et prendre les bonnes décisions, ou tout miser sur pouvoir protéger son pic de draft, sachant qu'il y a la loterie et que l'ordre ne sera pas défini à la fin de la saison. Et en fait, moi, ce qui m'inquiète un peu avec le fait de faire ça, c'est que par rapport à Scotty Barnes, personnellement, moi, j'ai l'impression qu'on risque d'avoir, alors, toute proportion gardée, hein, qu'on risque d'avoir un joueur un peu comme la version Knicks de Julius Randle, qui est plusieurs fois à l'NBA, rappelons-le, qui est plusieurs fois à l'NBA, donc c'est quand même un joueur solide. Et en fait, pour moi, c'est un joueur qui sera amené à toujours avoir besoin de ball handler principal à ses côtés. Tu as parlé, Gabin, en début d'émission, de ses problèmes au pull-up et de l'efficacité au pull-up. C'est quelqu'un, par exemple, j'ai été chercher, hein, c'est parmi les joueurs qui ont pris plus de 170 pull-ups cette saison, il y en a 72, il est 72e à l'efficacité, et il est 12% en dessous de la moyenne. Il n'est pas 12% en dessous du meilleur, il est 12% en dessous de la moyenne. Donc ça veut dire que globalement, si tu as besoin d'un numéro 1 qui a du pull-up, si Scotty Barnes ne pourra pas forcément répondre à ça, et si lui, s'il peut pas répondre à ça, le moyen pour se sortir de ça et de cette efficacité-là, c'est qu'il soit létal sur tous les autres endroits, c'est-à-dire aller pouvoir être excellent au cercle,
et avoir un catch and shoot à 3 points. Et ça fait pas forcément aujourd'hui partie de son skill set. Mm. Non, mais enfin, Scotty Barnes va falloir lui laisser encore beaucoup de temps pour prendre une décision à son sujet. Là, c'est encore tôt. Mais le truc, c'est que là, on parlait de... Bah ouais, construire une équipe autour de quelqu'un, faut être DH20. Et quand on parle de Scotty Barnes DH20, pour moi, ça me semble encore très très loin. Il a peut-être le potentiel, mais je pourrais pas l'affirmer. Moi, je miserais pas ma maison sur Scotty Barnes DH20 dans quelques années parce que il y a rien de sûr pour l'instant. Maintenant, ouais, là, dans le doute, en fait, faut laisser jouer et voir où ce projet peut aller. Mais c'est pour ça que quand on dit que l'équipe doit se s'aborder, bah, finalement, le plafond qu'elle va atteindre là dans les 2-3 ans sera pas assez énorme pour faire une boule où en fait tu joues beaucoup trop haut et t'arrives pas à vraiment tanker. Là, tu peux faire un semi-tank quand même et voir ce que ça donne avec Scotty Barnes. Et je pense que dans 2-3 ans, on devra se poser les questions sur est-ce que c'est vraiment ton joueur du futur ou est-ce que c'est plutôt une option 2-3 de notre équipe, quoi. En tout cas, une chose qui vous rapproche des Bulls par rapport à cette saison, c'est que là, vous allez tout droit au pick 7. Ah, c'est ça. C'est vrai. Non, mais justement, c'est là où j'allais aller. La problématique de. Tu parlais, Gabin, d'être un peu encore entre deux chaises, mais de pouvoir voir à 2-3 ans. Mais il y a quand même une problématique là cet été. Parce qu'on a la problématique de ce fameux pick 6. Comme l'a dit Tom, et je suis bien d'accord avec ce que tu viens de dire, Tom, t'as vraiment trop de joueurs suffisamment bons. Alors, on est quand même sur les bas classements, mais suffisamment bons pour pouvoir rattraper, entre guillemets, dans la course au tanking, ce qui se fait en dessous à base de Détroit. Washington et autres joyeusetés, ça me semble impossible. Donc vraiment, il faut que tu croises les doigts très très fort pour avoir le top 6. Et justement, parce que couplé à ça, il y a quelques situations contractuelles. On l'a encore assez peu évoqué, le Gary Trent en l'occurrence. Le Gary Trent Junior qui donc a une player option, si je dis pas de bêtises. Non, là il est en Non, c'est de la player option, c'est cette année. Oui, donc il est free agent. Donc t'es coincé, t'as plus beaucoup de pièces. Il doit rester Bruce Brown ou t'as une team option. Ça, par contre, ça, je crois que c'est le cas. Et après, tous ces joueurs-là, t'auras plus rien. Donc si tu continues, tu te dis, on voit dans 2-3 ans, tu jettes cet été. Qu'est-ce que t'en penses, Gabin, de ce truc-là? Bah, à mon avis, Gary Trent est sur le départ parce qu'il est plus trop impliqué dans l'attaque des Raptors, honnêtement. En fait, il y a le trio qui prend beaucoup de ballons et qui finit beaucoup d'actions. Gary Trent, c'est pas le joueur qu'on utilise en priorité, comme ça pouvait l'être avant. On était très très content de l'avoir à l'époque pour prendre des 3 points. Là, maintenant, on a d'autres joueurs qui peuvent le faire et il est plus aussi important. Et je pense que je sais pas, je le sens en fait sur le départ à la fin de la saison. Et pour le reste, ils sont sous contrat encore avec nous, à part Quickley, mais qui va être prolongé. Donc ça peut attendre un peu. Il n'y a pas de dossier chaud comme c'était le cas avec Siakam et Anunoby, où en fait on a dû forcer les échanges à la dernière année de contrat parce que sinon ils partaient pour des cacahuètes. Là, on peut jouer un peu avec cet effectif, on n'est pas très pressé. RJ Barrett, je regarde, ça va jusqu'en 2027 son contrat. Bottle, pareil, 2027. Barnes, 2025, mais qui va signer, ça ne fait aucun doute. Donc voilà, on a un peu de temps, quoi. Est-ce que tu as un mot de la fin, Tom? Bah, justement, j'allais te demander, toi, par rapport à ta entre guillemets, ta situation de Bulls fans, du fait que tu rapproches, en fait, tu as fait le rapprochement entre les deux, tu lui conseillerais quoi, toi, par exemple? En fait, moi, ça va rentrer en contradiction un peu avec le discours que j'ai tenu sur les Bulls il y a quelques semaines. Mais pour moi, à la place des Raptors, j'aurais plus envie de tenter, entre guillemets, parce que je mets des guillemets parce que c'est assez compliqué, mais la version tank que la version win now, entre guillemets, parce que j'ai l'impression, alors en tout cas en l'état, justement les Quickley, Barnes, Barrett, aussi bons, enfin avec les qualités qu'ils ont de joueurs, c'est quand même pas des joueurs qui sont sur les standings de Demar DeRozan, Zach LaVine et même Vucevic, si on le met dedans. Je pense pas que ce soit des joueurs qui sont à la fois en termes de qualité et à la fois en termes de temporalité. Parce que c'est aussi ça du côté des Bulls, c'est que tu as des joueurs, de toute façon, enfin Demar DeRozan et Nikola Vucevic, eux, ils jouent et ils essaient de gagner le maximum de matchs et on est quand même sur une seconde, voire vraiment dernière partie de carrière, quoi. Donc ils n'ont pas vraiment d'intérêt à faire du tank puisqu'ils ne seront pas dans l'effectif qui sera après. Là où pour tes Barnes, Quickley, Barrett peuvent faire des erreurs et en même temps se dire qu'ils seront encore là, comme tu l'as dit, Gabin, ils sont assez sécurisés. Donc moi, je serais plutôt dans l'équipe
entre guillemets du tank, mais comme on l'a dit, de toute façon, je l'ai noté comme ça, il faut prier pour le top 6. Moi, je l'ai noté sur la projection de l'intersaison. C'est vraiment, il faut prier pour avoir ton pic en top 6, parce que de toute façon, tu es entre les deux. Je pense qu'à la fois descendre, comme tu l'as dit Tom, et comme je l'ai répété, c'est un peu compliqué, à la fois monter au-dessus, même si on va en parler, Brooklyn, tu vas peut-être pouvoir les passer. Je pense que le gap est quand même en train de se créer petit à petit et je suis pas sûr que tu sois. J'ai pas regardé le calendrier, cela dit, il me semble qu'il est plutôt simple de mémoire sur la seconde partie, enfin plutôt simple. Dans les parties les plus simples. Moyennement. Pour les Raptors, mais je suis pas sûr qu'elle ait récupéré Atlanta et Chicago soit dans le menu possible. Commence à y avoir 4-5 matchs quand même d'écart, donc ça me semble aussi compliqué. Les 2 derniers matchs, c'était ceux qu'il fallait perdre et ça... c'est dommage. Mais surtout que tu vois l'obligation des Spurs elle est reconduite, hein. C'est-à-dire que si il n'est pas top 6 cette année le pick, on repart pour la même chose du coup, un 6 pour l'année prochaine et on repart encore pour l'année prochaine, pour l'année d'après jusqu'à 2026, tu vois, un 6. Et donc je pense pas que l'objectif de Masai Ujiri quand il fait ce trade là c'est d'être dans le top 6 à la draft sur les 3 prochaines années, quoi. Donc je pense que c'est quelqu'un qui et c'est ça aussi la problématique du retooling, c'est que non seulement tu as déjà des choses en place, donc tu vas prendre des décisions en fonction de ce que tu as en place, parce que même s'ils ont le top 6, j'imagine qu'ils vont pas faire le meilleur joueur disponible, puisque ils ont déjà construit tout un écosystème autour de Barnes. Donc ils vont réfléchir potentiellement au fit avec Scottie Barnes, peu importe le joueur qu'ils vont récupérer. Donc déjà là, ça peut poser une première problématique. Et la deuxième chose, c'est que tu es déjà potentiellement sur l'horloge. Parce que disons que là, Scottie Barnes, il a sa 3e année. Ça veut dire que à la fin de la saison, on est d'accord, à la fin de cette saison, il peut signer une prolongation qui débuterait au début de la saison prochaine. Donc ça veut dire que tu as déjà un décalage par rapport à ta timeline, entre guillemets, et tes différents contrats. Et peut-être que le joueur que tu vas récupérer, il sera pas non plus prêt tout de suite. Et le moment où ce joueur-là, il sera prêt, vu que ça fera à peu près, ça va faire 4 saisons, potentiellement 4 saisons d'écart entre les deux, le moment où ce joueur-là sera prêt, peut-être que Scottie Barnes, il sera déjà en fin de contrat. Et du coup, ça peut décaler, en fait, tout ton échiquier. C'est pour ça que je trouve que le tank, je pense que ça serait potentiellement une bonne solution, mais j'ai plus la sensation qu'Ujiri va plus essayer de se dire ok, le pick on va dire c'était un coup d'opportunité, bon c'est pas grave, on le perd. Et ce qu'on va faire, c'est que on va se délester de cette obligation d'envoyer les picks pour se positionner sur un joueur qui a potentiellement l'âge de Scottie Barnes ou qui est déjà prêt par rapport, qui est proche entre guillemets de l'âge et du skill set de Scottie Barnes pour pouvoir envoyer des picks. Par exemple, Donovan Mitchell l'an prochain. C'est-à-dire que si tu te débarrasses au hasard, voilà. Par exemple, si tu entre guillemets là, ton pick il part à San Antonio cette année, ça veut dire que tu as tous tes picks qui sont à toi, plus les picks que tu as reçus d'Indiana. Si Mitchell arrive sur le match, tu peux faire une offre puisque tu auras le contrat de Quickly ou de Barrett à envoyer et tu as aussi du coup des picks de draft pour satisfaire les Cavs. Et c'est un joueur qui, en termes de temporalité, en termes de skill set et en termes de niveau de jeu, fit aussi le Scottie Barnes. Donc je pense que c'est peut-être la stratégie que veut Ujiri, c'est-à-dire d'être un maximum flexible pour pouvoir agir sur le marché, sachant qu'il voit en Barnes son joyau. Oui, c'est ce que j'allais dire. Pour moi, ces choix-là qui ont été faits finalement, de tout ce qu'on dit, c'est un témoignage de la foi, peut-être un peu contrainte de Masai Ujiri, mais en tout cas, la foi qui est posée au développement de Barnes pour qu'il pète le plafond qui était estimé. Yamin, je te laisse le mot de la fin quand même sur les Raptors. Est-ce que justement ce plan que Tom vient d'évoquer, est-ce qu'il t'a redonné un peu le sourire, justement ? J'ai très peur d'un retooling qui ne marcherait pas, parce que ça veut dire que tu t'engages pour être au maximum à plein potentiel 8-9e sur tes meilleures années avec un joueur que tu allé chercher en plus, et que derrière tu vas devoir retanker dans tous les cas si t'as pas atteint un plafond énorme. Donc c'est la pire chose qui puisse m'arriver. C'est pour ça que Masai, je le trouve très... il s'est beaucoup engagé sur Scottie Barnes, alors que pour l'instant, il est très très bon. Mais comme on l'a dit, il n'y a pas forcément le potentiel d'être le futur meilleur joueur du monde ou de faire partie des 10 qui t'emmènent vers une bonne équipe. Donc c'est vrai que c'était peut-être un peu tôt. Maintenant, il y a des circonstances qui font que ils ont été obligés de
de tout balancer. Ils se sont dit, bah, on a déjà Scotty qui est un bon joueur. Mais ouais, je suis inquiet. On aurait peut-être dû faire un vrai tank, mais la situation fait qu'on peut pas le faire. Donc à voir sur les futures années, mais espérons juste que ça joue pas le ventre mou pendant 5 ans, parce que pour l'instant, on va tout droit dessus. Après, Ujiri, il a jamais fait ça, hein. Dans son histoire à Toronto, Ujiri, il a jamais fait ça. Il a jamais fait de. Enfin, la seule fois où il a essayé de faire un gros tank comme il faut, c'est quand il transfère Rudy Gay. Sauf qu'en transférant Rudy Gay à Sacramento, l'équipe décolle. L'équipe décolle parce qu'il avait fait le transfert pour se positionner à la draft pour Andrew Wiggins. Et puis l'équipe a décollé et depuis, il a construit du milieu et finalement il est arrivé à gagner le titre en transférant pour Kawhi à la fin. Mais c'est quelqu'un qui a toujours construit du milieu, mais qui est jamais parti du tout bas. Donc peut-être qu'il veut essayer de reproduire ça, à voir s'il peut y arriver, mais c'est pas la chose la plus simple. Et encore une fois, il n'y a pas qu'une seule façon de reconstruire, hein. Si ça se trouve, là, on est assez pessimiste par rapport au niveau des joueurs, mais peut-être que dans 3-4 ans, ces joueurs-là, ils seront peut-être tous top 10 à leur poste. On sait pas. Ouais, On sait pas. Peut-être que Barnes sera Kawhi Leonard. Voilà, il y a Mais non, mais il faut. Et puis il y a la reconstruction aussi pour terminer aussi dans les scénarios possibles dont on parle. Alors évidemment il y a les trades, les assets pour trade, et puis il y a à la Nets entre guillemets. Alors c'est peut-être un peu plus compliqué du côté de Toronto, mais quand tu auras un peu plus de place justement dans les finances, quand tu auras la fin du contrat de Bruce Brown, tu n'auras plus Gary Trent, etc. Peut-être que ça peut tenter des gens, un Barnes qui progresse, de venir jouer avec Scotty Barnes pour des free agents. Donc c'est aussi quelque chose qui existe, même si les grosses signatures de free agents, et on en avait parlé, il me semble que vous en aviez parlé soit c'est le podcast sur les Knicks qui évoque tout ça, que des équipes qui fonctionnent avec des grosses signatures à la free agency, c'est pas quelque chose de très qu'on voit beaucoup en tout cas sur ces dernières années. Et puis historiquement, les Raptors, ça donne pas beaucoup envie à cause de la météo, j'imagine. Et donc le problème, c'est que c'est un peu le titre qu'on a gagné, c'était grâce à un trade, quoi. Et pas avec un joueur qu'on avait draft. En fait, c'est très dur de se projeter sur un gros free agent qui va venir signer chez nous parce qu'on n'est pas les Lakers, quoi, tu vois. Peut-être qu'on ferait les meilleurs joueurs canadiens, mais on va pas avoir, on va pas avoir de mauvaises idées. Non, mais voilà, un projet donc à surveiller à moyen terme, j'ai envie de dire maintenant pour les Raptors. Et puis donc une fin de saison évidemment qui va être peut-être un peu plus compliquée, mais qu'on pourra voir. Passons à la deuxième équipe du jour quand même. Il nous reste un petit peu de temps. Deuxième équipe au programme de cette semaine, c'est celle donc qui se trouve, donc à l'heure où on enregistre, on l'a un peu précisé, juste au-dessus des Raptors, donc à la première place éliminative finalement au bout de la saison, la 11e place. Ce sont les Brooklyn Nets et comme je le disais dans l'intro, les Nets qui ne sont pas vraiment l'équipe qui nous inspirait le plus, en tout cas cette semaine chez De Kemdo, mais justement c'est peut-être aussi un sujet en soi, le manque d'inspiration autour de ces Nets. Donc 22e attaque de la Ligue, 18e défense sur Cleaning the Glass, rien d'exceptionnel, c'est même pire depuis les 2 dernières semaines, mais c'est un échantillon un peu plus court. Tom, je vais te lancer directement. Est-ce que le plus embêtant avec ces Nets finalement, c'est le contraste entre l'effectif théorique, l'équipe théorique, tu l'as appelé comme ça, l'équipe la plus théorique, et la pratique donc? En fait, quand tu regardes ces Nets, c'est une équipe qui est remplie un peu de role player et c'est un peu une équipe entre guillemets de d'hipster entre guillemets. On va dire ça comme ça. Tu vois avec des longs ailiers. Voilà, les Michael Bridges, Dorian Finney-Smith, les Nick Claxton. Et même quand tu regardes les joueurs qui potentiellement sortent du banc, ce sont des joueurs qui sont assez quand même qui étaient assez bien vus peut-être au niveau qui sont peut-être bien vus chez les hipsters entre guillemets. Quand tu vois Dennis Smith Jr. qui a un peu repris sa carrière en étant un gros défenseur on-ball, et Trayvon Watford donc qui a été vu du côté de Portland l'an dernier, Deron Sharp aussi, bon intérieur. Donc en gros c'est vraiment le combo de joueurs, et en fait c'est l'équipe pour laquelle la théorie du costume et la théorie du domino est la plus difficile. On en avait parlé du coup lors du dernier 4K où Constant avait notifié que cette équipe-là manquait du coup de Ben Simmons. C'est pour dire, hein, c'est pour dire que cette équipe-là manquait de Ben Simmons, notamment parce que c'est l'un des seuls joueurs qui est capable de dribbler, de créer quelque chose sur demi-terrain, en tout cas, d'amener, en tout cas, le Ben Simmons là qu'on a eu récemment, même s'il vient de se reblesser, face à Minnesota, qu'il a apporté un peu de vitesse. Là c'est une équipe qui est stagnante et qui en attaque ne marche pas, et on s'en rend bien compte puisque tu vois on l'a vu sur les 2 dernières semaines là, c'est une équipe qui est à 20 points sur 100 possessions, moins bonne que la moyenne de la ligue offensivement. C'est irréel.
Ce sont les pires sur les 2 dernières semaines, effectivement, la pire attaque, même si la défense, comme Tom, tu viens de le rappeler, il y a Cam Johnson aussi, que je crois que tu n'as pas cité, qui est aussi dans ce type de... Je le range pas dans la communauté hipster, comme Oui, mais dans ce type de profil, en tout cas, de joueurs qui Oui, voilà, c'est qui vrai. pourraient t'amener une théoriquement bonne défense, mais on a des Exactement. soucis d'attaque. Le costume, tu l'as très bien dit, autour de Michael. Du coup, Gabin, je vais te demander, qu'est-ce que tu en penses du coup de ces Nets-là, que moi j'ai appelé là dans mes notes la vie sans les stars. Et la vie Ouais. sans l'histoire, c'est pas mal. Moi, je trouve que ces Nets, ils nous ont un peu trahis. Parce que c'était une équipe, mine de rien, où il y avait des promesses parce que c'est une équipe remplie de bons joueurs. Et je me suis dit, ah bah, que des role-players 3D, on va avoir du jeu run and gun, ça va shooter dans tous les sens et derrière défense d'élite, quoi. Et en fait, on n'a aucun des deux. C'est-à-dire qu'en attaque, c'est une équipe qui est statique, elle ne bouge pas. Le, le à toi, à moi de basket départemental, c'est vraiment ça. C'est un joueur va tenter des ISO, ça va pas fonctionner, il va tenter sur quelqu'un d'autre. Je trouve qu'il n'y a pas assez de jeu, en fait, de création de système, et c'est terrible. C'est peut-être pour ça que Jacques Vaughan a été émincé, mais le jeu ne bouge pas. Et de l'autre côté, en défense, je trouve qu'il y a les potentiels en termes de niveau et physique, et je trouve qu'ils se font avoir sur du jeu collectif, en fait. Donc c'est peut-être un problème du coaching staff. Va falloir faire un gros point dessus. Mais sur des systèmes simples ou des jeux de cut ou de même la défense en transition, les Nets c'est une mauvaise équipe alors qu'il y a tous les joueurs pour que ça fonctionne. Donc je suis très très déçu du niveau parce qu'honnêtement j'en attendais bien mieux. Je les Hmm. voyais top 6, enfin le 6-7e sans trop de problèmes vu la qualité des joueurs. Et là bah ça remet tout en question. Hmm. Et puis, je pense que si, tu vois, l'attaque aussi a un fort rôle sur la mauvaise défense, hein, puisque, encore une fois, quand tu ne mets pas de points en attaque, quand tu mets pas de panier, ben, tu ne peux pas replacer ta défense de l'autre côté. Et du coup, tu Mm. subis beaucoup de semi-transition, ce qui arrive à ces Nets-là. Et ben, simplement le fait de pouvoir mettre le ballon dans le panier un petit peu plus souvent pour ces Nets-là, ben, ça leur permettrait aussi de se replacer défensivement et Mm. de pouvoir être attaqué entre guillemets sur demi-terrain, de pouvoir utiliser leur capacité défensive qu'ils ne peuvent pas utiliser parce que offensivement ils sont trop mauvais. Et malheureusement, comme offensivement il y a quasiment personne qui arrive à créer un décalage, on se retrouve beaucoup avec du Shokam Thomas. Non mais c'est ce qui se Qui passe. fonctionne parfois, cela dit, mais Qui fonctionne C'est parfois dur des parce fois. que un match sur 15, oui, ça fonctionne. qui fonctionne parfois, sauf que malheureusement, c'est pas quelque chose de viable. C'est pas quelque chose de viable à long terme. Et on voit que au final, ils arrivent à tenir peut-être une mi-temps. Et après, sur un quart-temps, ils se font totalement exploser. Tu vois, le match d'hier, le quatrième quart-temps, ils disparaissent littéralement. Tu vois, et offensivement, ils ne mettent plus rien dedans. Et voilà, c'est ce qui malheureusement arrive à cette équipe-là. Et tu vois, encore une fois, tu vois, Jacques Vaughan qui est parti, il y a eu pas mal de plaintes. Du moins, les joueurs semblaient être soulagés de son départ. Il a été remplacé par Kevin Ollie. Et après le remplacement, tu vois, généralement, une fois que tu as un coach qui, soi-disant, par exemple, si c'est le coach qui avait perdu le vestiaire, que les coachs ne jouaient pas pour lui et qui est remplacé par quelqu'un, on a vu des images, par exemple, sur les réseaux sociaux où les joueurs étaient souriants, machin, et tel, parce que eh ben, ils prennent la troisième pire défaite de l'histoire de la NBA après un changement de coach. Il n'y a pas eu l'électrochoc qui est souvent attendu à ces moments-là. Vous avez fait la transition, évidemment, on va en parler de ce changement de coach avant de parler du reste de l'effectif. Évidemment, parce que forcément, en préparant le podcast, on lit ou on écoute ce qui se fait autour des Nets, il y avait pas mal de critiques et de flou sur le travail de Jacques Vaughan, sur ses rotations, sur les joueurs qui ne savaient pas trop. Justement, tu parlais de Cam Thomas qui avait exprimé le fait que des fois, il ne joue pas les fins de match, mais il ne comprenait pas vraiment pourquoi. Donc, il y avait l'air d'avoir quand même un petit problème à ce niveau-là. Le fond de jeu que tu as évoqué, Gabin, où on a vu des possessions, alors je ne sais plus c'est quel match dans ce que je regardais, où j'ai vu Nick Claxton avec la balle et qui cherchait que quelqu'un fasse quelque chose, parce que forcément on va pas demander à Nick Claxton de faire la différence sur un dribble, et c'était statique autour, enfin vraiment Il se passe rien. voilà, et il se passe vraiment pas grand chose pour finir par une création de tir. Alors comme on le disait, il y a des bons joueurs évidemment, les Michael, Cam Thomas de temps en temps peuvent créer leur propre tir, mais peut-être pas à ce niveau-là de costume. Donc il y a eu ce changement de coach, l'électrochoc, l'effet qu'on appelle à Lyon, je vais faire un parallèle footballistique, l'effet Stonewise avec Pierre Sage, le nouveau coach de l'OL. Pour ceux qui ne suivent pas le football, il y a eu ce changement et qui a aidé à avoir de l'implication notamment. Là pour l'instant ça ne fonctionne pas, donc je vais Gabin te relancer là-dessus.
Est-ce que c'était une bonne idée, ce changement à ce moment-là, même si au final, bon, il n'y avait pas grand-chose à jouer sur cette fin de saison, si vous voulez mon avis, il n'y a pas grand-chose à jouer pour les Nets, donc c'est peut-être le moment de faire des tests, et notamment pour cette fameuse transition, parce que pour l'instant, c'est un coach intérimaire, on ne connaît pas le projet Nets, donc un assistant coach qui prend les rênes, autant le tenter à ce moment-là, peut-être, non? Bah je trouve que le timing est quand même bizarre et j'ai l'impression que c'est une décision qui est prise sous le coup de la colère plus que de la réflexion parce que ça arrive après la défaite de 50 points, de 50 points, de 50 points face à Boston. Je le redis. Donc juste avant le All-Star break face à Boston, enfin une purge et il se fait écarter juste après et on apprend que c'est Kevin Ollie qui arrive donc en intérim et je trouve ça bizarre de faire un move en pleine saison quand t'as pas de remplaçant. Par exemple, les Bucks, bah ils ont viré Adrian Griffin, mais Doc Rivers c'était déjà dans les papiers et c'est arrivé très vite. Et là, j'ai l'impression qu'il n'y a pas vraiment de coach de secours. Et en plus de ça, sur le jeu, il n'y a pas de différence. C'est-à-dire que, après, je sais pas ce qui se passe dans les vestiaires avec le nouveau coach, mais en termes de création offensive, défensive, de rotation, c'est la même équipe selon moi. Donc je vois pas vraiment l'intérêt de faire ça. On aurait peut-être pu garder Jack Vaughn jusqu'à la fin de saison, quoi. Après, on peut lui laisser peut-être un peu de temps à Kevin Ollie pour Ouais. mettre en place quelque chose d'autre. Il y a eu très peu de matchs, très peu d'entraînement. En plus, on connaît la NBA. Et par rapport aux Bucks, juste pour le parallèle que tu as fait, c'est vrai que tu es peut-être moins dans l'obligation parce que les Bucks, ils n'ont pas le choix. Hein. Les Bucks, il faut tout de suite remettre quelqu'un. Il faut jouer le titre. Là. On n'a pas le même personnel du côté des Nets. Du coup, Tom, je vais te laisser parler sur ce remplacement donc de Jack Vaughn par Kevin Ollie. Ben, alors des charges, tu vois, les Nets, si on peut leur donner des circonstances atténuantes, ils sortent, avant le All-Star Game, ils sortaient de 28 matchs en 55 jours, dont le déplacement en France. Ça fait à peu près un match tous les 2 jours, alors qu'ils ont fait quand même le voyage en France. Donc c'est une équipe qui a beaucoup joué. Donc du coup, on peut comprendre que, à partir du moment où tu commences à glisser, bah, au final, les matchs s'enchaînent, les histoires se répètent et ça t'as l'effet boule de neige et peut-être que c'est ça qui a fait que Vaughn avait perdu le vestiaire. C'est quelque chose qu'on aime beaucoup souligner, notamment Ben et moi, l'importance de pouvoir gérer un vestiaire. Et même si Vaughn, il a été récupéré, il a été ramené pour un autre projet. C'est-à-dire que au moment où lui, il est confirmé, c'est parce que l'équipe, enfin les stars ne s'entendent plus avec Steve Nash. Il reprend les rênes avec le projet Kyrie et Kevin Durant. Sauf que les mecs, ils enseignent des chèques de victoire et ensuite les gars se barrent. Et du coup, ils se retrouvent avec un effectif avec, tu vois, c'est un effectif avec on va dire des lacunes et un manque de star power. Et c'est pas ce pourquoi il avait signé en fait Jacques Vaughn. Donc du coup, ça peut aussi expliquer pourquoi l'équipe s'est totalement déraillée de la sorte. Après, par rapport à son remplacement et l'arrivée de Kevin Ollie, encore une fois, les Nets, ils n'ont aucune obligation. Il faut remettre en contexte. Ils n'ont pas leur choix de draft. Cette année, leur choix de draft part à Houston. C'est le premier choix le premier pick du coup du trade de James Harden. Donc, il part à Houston cette année. Et du coup, je pense que l'idée en début de saison, c'était de se dire, bon, on n'a pas de pick de draft. On va essayer de jouer le truc à fond. Et au pire, si jamais on doit prendre des décisions ou changer les choses, on le fera à la fin de la saison, une fois que la saison sera terminée. Sauf qu'on est arrivé à un point où c'était tellement plus vivable qu'ils ont été obligés de faire le move, sachant que la saison est déjà sacrifiée. Donc ceux qui se disent, peut-être, c'est que on essaie de prendre une nouvelle dynamique avec Kevin Ollie jusqu'à la fin de la saison. Et après, on avisera à l'intersaison, plutôt que de le changer à l'intersaison et se rendre compte qu'au début de la saison prochaine, que finalement, c'est pas le bon candidat. Ouais, après, sur le profil, justement, par rapport à ce que tu disais, où Jack Vaughn ne vient pas pour ce type de profil, Kevin Ollie a quand même une réputation, de ce que j'ai lu à droite à gauche, de formateur, justement, assez bonne, notamment du taf qu'il avait fait à UConn, si je dis pas de bêtises. Et j'ai vu aussi dans les différentes recherches, un certain joueur qui en 2014 disait que Kevin Ollie a été un game changer pour leur équipe. Il a changé tout le mindset, la culture, tous les joueurs connaissaient ce qu'il fallait faire pour leur équipe. Et ce joueur, il s'appelle Kevin Durant et je trouvais ça assez ironique après le départ de Kevin Durant, mettre en place un coach qui apparemment il appréciait beaucoup. Bon, hormis ces bêtises-là, effectivement, voilà, tester ce que je disais tout à l'heure, tester un coach à la réputation de formateur avec une jeune équipe sur une demi-saison où tu as ni à gagner ni à perdre en fait. Il te coûte rien ce test. En plus, tu l'annonces comme intérimaire, donc c'est-à-dire qu'il va
probablement lui se battre pour essayer de garder sa place, et il a bien raison de le faire, mais tu peux aussi continuer à écouter ce qui va se passer pour voir d'autres coachs la saison d'après, et puis faire cette transition, cet essai de faire passer d'un joueur, un assistant que beaucoup de gens aiment et estiment, à être coach. Après, comme tu l'as dit, Tom, il faut toujours faire attention. Cette fois, c'est la théorie du costume, mais version coach. Quand un assistant arrive, et Gabin, tu as fait la bonne comparaison. Au Bucks, on l'a vu récemment pour Adrian Griffin, c'était compliqué. Donc, est-ce que Kevin Ollie va garder la même cote de popularité auprès de ses joueurs une fois qu'il va rentrer dans le costume de head coach qui est un peu différent? Bon, c'est une autre question. Du coup, la suite, et je me retourne vers toi, Gabin. Qu'est-ce qu'on fait? Même question un peu que pour les Raptors. Qu'est-ce qu'on fait de cette fin de saison? Qu'est-ce qu'on regarde du côté des Nets? Est-ce qu'on attend une décision un peu, j'allais dire un peu de la même manière qu'aux Raptors, mais une décision autour de Michael, ou est-ce qu'ils vont continuer de croire en Michael franchise player, j'ai envie de dire. La situation des Nets, elle est terrible parce qu'ils n'ont pas le niveau de jouer loin, enfin au-dessus, c'est-à-dire play-off, et même en ce moment, ils n'ont pas le niveau pour aller en play-in. Et derrière, le trade de James Harden des Rockets, il te coûte très 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 cher encore. Donc en fait, ils peuvent même pas tanker parce que là, tu l'as dit, leur pick de draft, il va à Houston. L'année d'après, ils ont celui de Phoenix qui sera pas bon, et le Houston, elle swap, et tu récupères 2026 qui est encore à Houston. Enfin, en fait, tu peux même pas être vendeur alors que tu as beaucoup de joueurs qui, je pense, ont une grosse cote sur le marché, parce que ça sert à rien de tanker. Donc, faut jouer au maximum avec une équipe qui a pas un potentiel énorme. Et ça qui est très très compliqué. Et maintenant, j'ai entendu dire construire autour de Mikal Bridges, mais le costume, enfin la théorie du costume pour Mikal Bridges est un peu trop gros. J'ai l'impression que là, avec les Nets, ils forcent beaucoup offensivement, et que c'est pas ça a l'air pas naturel pour lui en fait de autant avoir le ballon en main et prendre des shoots. Enfin, Mikal, en fait, c'est un joueur qui est excellent, je pense, en 2-3e option, mais on peut pas lui donner comme ça tous les ballons d'une équipe. Donc, pour répondre à ta question, Adrien, franchement, j'en ai aucune idée. Du coup, je vais en rajouter un peu, Tom, du coup, par rapport à ce que vient de dire Gabin. Justement, on a eu ce changement de coach, on se pose tous des questions. Si nous, on se pose des questions, enfin, quand je dis nous, c'est observateurs au sens très large, y compris les fans NBA, autour de cette construction avec Michael. Pourquoi ils n'ont pas bougé à cette trade deadline, Tom, les Nets? Je pense que, alors, il y a des choses qui sont assez intéressantes, puisque sur cette notion de pas bouger, il y a du coup Kelly Iko, je crois, de The Athletic, ou Shams Charania, qui avait reporté avec Shams Charania, je crois que les Rockets leur avaient proposé du coup de récupérer une partie de leur tour de draft en échange du coup de Mikal Bridges, et qu'ils ont tout simplement refusé. Alors, peut-être que personnellement, moi, je l'aurais fait. Personnellement. Mais après, peut-être que les Nets, ce qui se passe, c'est qu'ils ont déjà eu une reconstruction pareille où ils n'avaient pas leur choix de draft. Par exemple, quand ils ont fait la première reconstruction qui, justement, avait mis en lumière Sean Marks, où ils n'avaient pas de pick de draft, mais à chaque fois, ils récupéraient, ils arrivaient à bien drafter avec les swaps. Avec les swaps qu'ils obtenaient justement suite au trade qui est de Garnett avec Boston. Et en fait, là, c'est un peu le même cas de figure. Et ils se sont relevés de ça en faisant quoi? En récupérant, non seulement en générant de la valeur avec des joueurs qui sont draftés haut, et puis ensuite, en libérant du cap space pour faire venir des joueurs à Brooklyn. Et ça, c'est quelque chose, ils ont fait ça il y a 4-5 ans. 4 ans, je crois. C'est 2018 ou 2019, je crois, l'arrivée de KD. 2019, je dirais. Ouais. Faut voir. Voilà, on fait le check en direct pendant que tu continues. Dans cette période-là. Et en fait, peut-être que c'est une équipe qui se dit mais je crois que c'était au Knicks avec Zion, mais je dois dire de la merde. En fait, je pense que c'est une équipe qui se dit qu'ils sont capables de faire la même chose, et plutôt que transférer Mikal Bridges pour après repartir à zéro, mais peut-être qu'ils se disent que on va essayer de garder Mikal Bridges pendant 2 ans, puisqu'on a une fenêtre en 2025 où on aura de l'argent à dépenser parce que le contrat de Ben Simmons, normalement, devrait sortir des finances, et se dire que on peut tenter, du coup, de ramener ce fameux numéro 2 via la free agency, en ayant déjà Mikal Bridges en place, puisqu'il a un contrat aussi intéressant, et ensuite utiliser tous les tours de draft qu'on a récupérés du côté de Phoenix
et de Dallas potentiellement avec les échanges de Kyrie Irving et de Kevin Durant pour faire venir un autre joueur et pour avoir un projet qui fait sens. Donc peut-être que c'est ça, hein. Peut-être que en fait là où ils sont entre guillemets dans l'entre-deux parce que c'est une année où ils ont testé d'être bons, ça a pas marché et là ils passent à l'autre plan. Ouais, je vais employer un mot, ça fait longtemps que je ne l'ai pas employé, je crois que je ne l'ai même pas fait encore dans ce podcast, c'est la question de temporalité pour moi, c'est ça un peu que j'ai noté. C'est que là, bon, tu n'as pas eu les offres que tu voulais. Comme tu dis Tom, peut-être que certains l'auraient fait, eux en tout cas manifestement, ce n'est pas les offres qu'ils voulaient à cette trade deadline. Ensuite, bon, ils ne sont pas nécessairement pressés sur la saison, puisque sur cette saison-là, ils n'ont pas leur pic. Il y a la notion du contrat de Ben Simmons, évidemment, de toute façon, c'est oui, bon, bah t'envoies Michael, mais tu es toujours contraint par le contrat et le profil aussi de Ben Simmons, qu'on l'a dit, il a des qualités et on est quelques-uns à toujours vouloir, à espérer retrouver le Ben Simmons qu'on a aimé, même si c'est plus compliqué maintenant. Mais en tout cas, en l'état, c'est compliqué de l'avoir et il t'impose des contraintes sur la manière dont tu joues. Il y a la question peut-être Nick Claxton aussi qui va se poser, hein, oui. Puisqu'il arrive en fin de contrat. Donc j'imagine qu'eux aussi, ils ont envie de se poser à la prochaine échéance. C'est-à-dire qu'à cet été, avec en ligne de mire, comme tu disais Tom, ce qui peut se passer les étés suivants, maintenant que tu vas récupérer des pics, qu'est-ce que tu vas pouvoir proposer, qui tu auras autour ou non de Michael. C'est les questions qui me semblent qui vont être posées finalement pour eux une nouvelle fois à la fin de saison. Ils n'avaient pas besoin, ils font partie de ces équipes qui n'avaient pas besoin nécessairement de tout péter là sur cette trade deadline, d'aller trop vite si les offres n'étaient pas ce qu'ils souhaitaient au fond d'eux. Sachant que, tu vois, le truc avec Mikal Bridges, c'est que pour moi, c'est un joueur qui perdra jamais vraiment de la valeur, tout simplement parce que les équipes ne vont pas l'acheter pour ce qu'il fait à Brooklyn, mais vont l'acheter plutôt pour ce qu'il a fait à Phoenix. Et c'est ça. Et comme le fait que tu ne le vois pas, en fait, dans ce profil-là, tu sais pourquoi tu vas l'acheter et du coup, tu peux te dire qu'il sera forcément bon dans ce rôle-là, en fait. Donc, qu'ils le mettent sur le marché là, ou à l'intersaison prochaine, pour moi, ça change pas grand-chose sur ceux qui seront capables d'attirer. Et bien au contraire, peut-être qu'ils pourront même obtenir plus à l'intersaison prochaine, tout simplement parce qu'il y aura des équipes qui auront eu des campagnes de playoffs décevantes et qui seront à la recherche de ces sous profils. Pression, voilà, qui seront sous pression et peut-être à la recherche de ces profils. Donc, c'est un coup de poker qu'il a tenté. Sean Marks, il a déjà fait des coups qui ont marché, mais c'est vrai que on peut s'apercevoir que du côté de la fanbase des Nets, qu'elle soit anglophone ou française, de plus en plus de gens commencent à demander sa tête, puisque au final, il a déjà fait sauter pas mal de fusibles, hein, parce que Nash, Vaughn, qu'est-ce qu'il a viré encore, Atkinson, au tout début, ben, ça fait pas mal de fusibles, et ben, ça fait beaucoup de coachs virés avant que lui saute. Donc, à voir si c'est pas lui le prochain. C'est exactement la question avec laquelle j'allais relancer Gabin pour conclure sur ces dettes, parce qu'effectivement, comme tu l'as dit, on peut essayer de dire ça a été le coach qui fonctionnait pas, un peu parler des joueurs d'implication, il en a parlé il y a pas longtemps, il a pas pointé du doigt très très fort, mais tout de même il avait l'air de dire que c'est aussi un petit peu la faute des joueurs, et il a commencé dans son interview à dire un peu quand même en tâche de fond, oui je dois prendre mes responsabilités, mais jusque là de toute façon, un GM ne va pas se virer lui-même. Donc, c'est la question sur laquelle je veux te relancer pour terminer, Gabin. C'est est-ce que Sean Marks sera encore là pour justement aller au bout de son plan si on va jusqu'à cet été? Est-ce qu'il n'y a pas un risque quand même de changer totalement, de renverser la table finalement du côté des Nets si tu changes de GM? Je pense qu'il n'est pas forcément inquiété pour l'instant, mais d'ici 1 ou 2 ans, si l'équipe n'obtient pas de résultats et qu'en plus tu n'as pas de jeunes, donc en fait que la situation empire petit à petit, ouais, dans ce cas-là, Sean Marks pourrait sauter. Maintenant, j'ai l'impression qu'il n'est pas forcément en danger pour l'instant, mais forcément, on n'a pas les insides. On ne sait pas forcément ce qui se passe dans la franchise, et si on doit parier sur le GM en difficulté, il fait partie de la shortlist, ouais. Maintenant, j'ai l'impression qu'aussi, il a fait de son mieux avec ce qu'il pouvait, parce qu'il a quand même ramené KD et Irving et Harden au Nets. Il a réussi à mettre sur pied une équipe qui était capable d'aller chercher le titre. Et là, maintenant, cette équipe qui n'a pas fonctionné, elle paye les pots cassés. Mais en fait, avoir une équipe compétitive comme ça par la free agency et des échanges, ça a un prix qui paye maintenant. Donc, je remettrai pas toute la faute dessus, quoi. Tom, après, ce sont ces décisions qui ont amené à là. Alors oui, ça se défend de
le choix qu'il a fait au moment de ramener du coup Kyrie, KD et DeAndre Jordan qui faisait partie du package, ne l'oublions pas, qui faisait partie du package, et ensuite de transférer pour James Harden, c'est entre guillemets, ce sont ses choix, c'est lui qui a, donc c'est normal que ce soit lui qui paie entre guillemets les pots cassés du fait que ça se passe mal, et puis malheureusement pour lui, il avait une situation où il a pu créer un contender, et pour lui, en termes de résultats, ce contender-là, il a gagné une série de playoffs. Donc, c'est vrai que, alors oui, tout n'est pas de sa faute, mais c'est lui qui était aux manettes. Donc, du coup, ça va lui retomber dessus. Ouais, après, moi, ce que je voudrais ajouter un peu à sa décharge, entre guillemets, c'est que la plupart de ces moves-là en question, alors ça changera probablement rien si décision doit être prise, mais que c'est que la plupart des moves, je pense qu'on les faisait à peu près tous. C'est-à-dire que c'était difficile au moment où il prend les décisions, notamment autour des stars, de faire autrement. Peut-être qu'au niveau des coachs, il y avait autre chose à faire, peut-être en effet. Mais quand même, la plupart des décisions, une fois qu'il a commencé à reconstruire ses nets qui deviennent attractifs, et tu as KD qui te dit bonjour, j'aimerais jouer pour ton équipe, même s'il n'y a pas Kyrie ou Harden dans l'équation, s'il y a juste Kevin Durant qui dit bonjour, je veux jouer, tu dis oui, et tu fais de ton mieux. Donc forcément, ça décale beaucoup de choses. Bon, maintenant, ce sera forcément une autre chose à surveiller pour les Nets, en tout cas pour ceux qui suivent les matchs, ce sera peut-être une longue fin de saison avec pas grand-chose à jouer, en espérant peut-être des cartons, encore des Cam Thomas game qui partent totalement, qui prend feu. Mais globalement, et peut-être, je sais pas, Kevin Ollie qui se réveille bien sûr, mais a priori, pas grand-chose à jouer d'ici à la fin de saison, une nouvelle fois du côté de Brooklyn. Donc peut-être pas le podcast le plus heureux des équipes les plus positives pour la fin de saison, mais justement, il faut parler de ces équipes-là maintenant, puisque petit à petit, la saison avance, deuxième moitié de saison, on va finir par parler des équipes de haut de tableau, et il se passe toujours des choses en NBA, même dans la deuxième partie, justement, à la mi-saison, il y a beaucoup de bilans qui sont tirés pour les équipes qui sont un peu courtes par rapport aux objectifs de pré-saison. Donc c'était le cas pour ces Raptors et pour ces Nets. Est-ce que vous voulez ajouter un dernier mot, messieurs? Ça vous va? Faut arrêter de faire jouer Ben Simmons et Nick Claxton en même temps sur le terrain. Voilà. Ben Simmons, il joue plus. Il est blessé encore. Le match d'hier, il jouait, et ceux d'avant, et ça marche pas ensemble. Faut arrêter. Voilà, c'est fini. Et puis là, ils sont au milieu d'un road trip de 5 matchs. Il joue Memphis au prochain match dans l'un des duels des pires attaques de la ligue. Donc ça va, on verra. Mais bon, c'est vrai que c'est une saison qui malheureusement, il y avait eu pas mal de promesses par rapport à la fin de la saison dernière. Et c'est vrai que cette saison a un peu fait retomber le soufflet sur ce qu'on avait vu la saison dernière. Et malheureusement, si ça reste en l'état, c'est pas prêt de s'améliorer pour l'an prochain, et limite le terrain sera facultatif pour ces Nets-là la saison prochaine. On ne sait pas si on connaîtra les noms, les visages de ceux qui feront partie de la prochaine bonne équipe de Brooklyn. Donc à voir d'ici à l'été. On arrive au bout de ce podcast. On est à peu près dans les temps cette fois, donc c'est plutôt pas mal. Félicitations à vous, messieurs. Merci à ceux et celles qui nous ont écoutés jusque-là, que ce soit sur Spotify, Podcast Addict, Apple Podcast, votre plateforme de podcast préférée, sur YouTube. On a de plus en plus de monde. Comme je le disais en début, en intro, on a eu beaucoup de monde qui a regardé la vidéo, et ça ne m'étonne pas trop sur les rookies et sur Victor. N'hésitez pas, comme d'habitude, à échanger avec nous. On vous lit, on échange avec vous. Vous pouvez aussi nous retrouver, bien sûr, sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter. Merci de nous avoir écoutés. Merci, messieurs. Et on se dit à la semaine prochaine. Salut. Salut.